Je m'appelle Mike Sterling. Je suis technicien de maintenance sur la plateforme pétrolière Brent Charlie. J'ai commencé ce journal le 12 septembre 2024, au 4e jour de mon quart. Je ne cherche pas à faire peur ou à convaincre qui que ce soit. Je note juste les faits dans l'ordre où ils se sont passés, parce que je ne pense plus que les moyens de communication habituels soient fiables pour transmettre des infos. Notre quart a commencé normalement, le 8 septembre. Changement d'équipe, briefing, transfert des tâches de l'équipe précédente. À cette période de l'année, la mer du Nord est un endroit plutôt hostile. Des nuages bas et gris, une pluie fine et constante, et un vent qui fait vibrer les structures en acier. Les 2 premières journées se sont déroulées normalement. Vérification des capteurs, contrôle de la pression dans les conduites, entretien régulier des générateurs. On était 4 dans l'équipe. Moi, David, le chef d'équipe, Tom, mon collègue, et Sarah, opératrice de communication et administratrice système. Le reste du personnel de la plateforme, une 30aine de personnes, bossait selon ses horaires, et on se croisait surtout à la cantine. Les problèmes ont commencé le 3e jour, le 10 septembre. Le matin, pendant la vérification habituelle du matériel, j'ai remarqué des anomalies dans les relevés du sonar multifaisceau. Ce système scanne le fond marin sous la plateforme et autour de celle-ci, principalement pour contrôler l'état des piliers et détecter l'érosion du sol. D'habitude, l'image sur l'écran est d'art stable. Le relief du fond marin ne change que de quelques millimètres au fil des années. Mais cette fois, dans le secteur gamma, juste sous l'un des 3 piliers principaux, les données étaient complètement bancales. La profondeur passait de 150 à 90 codimètres, comme si une montagne géante avait soudainement poussé et disparu. J'ai appelé Tom. Il a regardé l'écran et a rehaussé les épaules. Probablement un problème de calibrage, ou un bug dans le logiciel après la dernière mise à jour. Le diagnostic montre que tous les systèmes sont normaux, ai-je répondu. Pas une seule erreur. Redémarre. La bonne vieille méthode. J'ai redémarré le système. Pendant quelques minutes, les mesures se sont stabilisées, affichant les 152 mètres habituels. Puis, les fluctuations ont recommencé. Mais cette fois, elles étaient différentes. Le sonar n'enregistrait pas seulement des changements chaotiques de profondeur, mais un objet précis et massif qui remontait lentement du fond. Ses dimensions étaient incroyables. D'après le signal renvoyé, il était aussi grand que la plateforme elle-même. J'ai prévenu David. Il s'est approché, a regardé l'écran pendant un moment, en tapotant la table avec ses doigts. David est un vieux loup de mer. Il est sur les plateformes depuis 20 ans. Il est difficile de le surprendre. Ça ne peut pas être une activité géologique, a-t-il dit calmement. Les sismographes sont silencieux, et c'est trop profond et trop grand pour des baleines. On dirait un énorme banc de poissons, très dense. Parfois, ils se regroupent tellement que le sonar devient fou. Si dense qu'il bloque le signal provenant du fond, ai-je demandé, sceptique. À une telle profondeur, tout peut arriver. Continue à observer, note tous les changements. Si ça ne se dissipe pas dans 2 heures, on enverra une demande à la côte pour que les analystes jettent un œil. Au cours des heures qui suivirent, l'objet continua à remonter lentement. Il ne bougeait pas sur le côté, seulement vers le haut. À l'heure du dîner, il s'immobilisa à une profondeur d'environ 80 mètres. David s'approcha à nouveau et regarda le point statique sur l'écran. Son calme semblait avoir volé en éclats. Il ne dit rien, se contentant d'ordonner un diagnostic complet de tous les systèmes de navigation et de radar. Tom et moi y passâmes d'à peu près de 3 heures. Tout fonctionnait parfaitement. Les radars balayaient donc clairement la surface de l'eau sur des dizaines de kilomètres à la ronde. Pas de bateau, pas d'anomalie, juste notre plateforme et la mer grise. Vers le soir, la tension était presque palpable. On essayait de ne pas en parler,
On s'occupait de nos tâches habituelles, mais chacun de nous jetait régulièrement un coup d'œil à l'écran du sonar. L'objet était toujours là, à une profondeur de 80 mètres. Il ne bougeait pas, ne changeait pas de forme. Il était juste là. Sarah essayait de plaisanter, disant qu'on avait trouvé Cthulhu, mais ce n'était pas drôle. Vers 21h, alors qu'il faisait déjà nuit, l'alarme s'est déclenchée. Ce n'était ni l'alarme incendie, ni l'alarme de fuite de gaz. C'était le signal du système de sécurité périmétrique, ce qu'on appelle une alarme de proximité. Elle se déclenche lorsqu'un gros objet traverse la zone de 300 mètres autour de la plateforme. Il s'agit généralement de navires de ravitaillement qui s'approchent trop près, ou, dans de rares cas, de gros icebergs emportés par le courant. David bondit vers le pupitre. « Sarah, radar, qu'est-ce qu'on a ?»« Rien. » Sa voix était tendue. « Tout est clair. L'AIE, c'est vide aussi. Il n'y a aucun navire à moins de 20 miles autour de nous. » Contact visuel? Impossible. Le brouillard s'est épaissi. La visibilité, c'est de 50 mètres, pas plus. La sirène continuait de hurler. Son bruit, mêlé au sifflement du vent, créait une atmosphère oppressante. L'indicateur sur le tableau de bord indiquait que l'objet qui avait déclenché l'alarme se trouvait dans le secteur gamma, dans le même secteur où le sonar avait détecté une anomalie. Mais maintenant, les capteurs indiquaient qu'il était à la surface, et il ne bougeait pas. Il était collé au support de la plateforme. « Éteignez la sirène !» ordonna David. « Pas besoin de semer la panique avant l'heure. Enregistrez ça comme une fausse alerte due aux conditions météorologiques. » Il se tourna vers moi et Tom. « Vérifiez les caméras extérieures, toutes celles qui regardent dans le secteur gamma. » On est passé aux écrans de vidéosurveillance. Des dizaines d'écrans montraient tous la même chose. Un épais brouillard gris, éclairé par les projecteurs de la plateforme. Des gouttes d'eau coulaient sur les objectifs. Aucun mouvement, à part les vagues qui se brisaient contre les piliers. Aucun objet, rien. « Il doit être là », marmonna Tom en scrutant l'un des écrans. « Ce sont des capteurs laser, ils ne peuvent pas se tromper. C'est quelque chose d'énorme, juste en dessous de nous. Mais on ne le voit pas, dis-je. Et le radar ne le détecte pas non plus. » David restait silencieux. Il se tenait près de l'énorme hublot blindé, donnant sur la mer, et essayait de distinguer quelque chose dans le brouillard. C'est à ce moment-là que nous avons entendu un bruit. Il ne venait pas de l'extérieur. Il venait d'en haut. Des pas clairs et réguliers. Quelqu'un en lourdes bottes de travail marchait sur le pont supérieur, le pont technique, qui se trouvait juste au-dessus de notre timonerie. C'est là que se trouvaient les systèmes de ventilation et les accès à l'héliport. « Qui est là, en haut ?» demanda David d'un ton sec, sans se retourner. Sarah vérifia rapidement le planning et la liste du personnel. Personne. Tout le monde est soit dans les quartiers, soit dans la salle des machines. Il ne devrait y avoir personne sur les ponts supérieurs. C'est un jour de congé. Les pas continuaient. Quelqu'un marchait méthodiquement d'un bout à l'autre du pont. Une démarche lourde et assurée. On n'aurait pas dit que cette personne était pressée ou qu'elle se cachait. David s'approcha du panneau de communication interne et appuya sur le bouton. « Ici le chef d'équipe. À tous ceux qui se trouvent sur le pont supérieur, signalez immédiatement votre position. Je répète, à tous ceux qui se trouvent sur le pont supérieur. » Pas un bruit. Seul le bruit de fond provenant du haut-parleur se faisait entendre, et les pas s'étaient arrêtés. On était figé, à l'écoute. 1 minute passa, puis une deuxième. Rien, à part le hurlement du vent et le grondement lointain des générateurs. Peut-être qu'on avait imaginé tout ça? Une hallucination auditive collective due à la nervosité? Mais ensuite, on entendit un nouveau bruit. Lui aussi provenait d'en haut. Un grincement métallique prolongé. Comme si quelqu'un traînait lentement quelque chose de très lourd sur le pont en acier. Quelque chose qui raclait la peinture et le métal.
Le grincement était monotone et précis. Il se déplaçait lentement vers l'escalier qui menait à notre niveau. Le grincement du métal contre le métal continuait. Il était lent, rythmé, et ça ne faisait qu'empirer. Ça ne ressemblait pas à un bruit accidentel causé par le vent ou les vibrations. C'était un bruit délibéré. On était tous les trois, Tom, David et moi, au milieu de la cabine, la tête levée, comme si on pouvait voir quelque chose à travers le plafond en acier. Sarah était assise dans son fauteuil, la tête enfoncée dans ses épaules, les doigts figés sur le clavier. « Ça se dirige vers la cage d'escalier A7, » a dit Tom à voix basse. Sa voix était presque inaudible dans le bruit ambiant. La cage d'escalier A7 était le passage principal qui reliait les niveaux techniques, supérieurs à notre niveau et au bloc d'habitation. David et City restaient silencieux pendant quelques secondes, le visage impassible. Il s'approcha du plan de la plateforme accrochée au mur et suivit le tracé du doigt. « Je ne vous enverrai pas là-bas », finit-il par dire. « Pas à l'aveuglette. » Sarah, on a accès à la caméra du manipulateur de service, la caméra PTZ avec caméra thermique qu'on utilise pour inspecter la tour de forage. « Oui, on devrait, » répondit Sarah, ravivée par cette tâche concrète. Elle est autonome en énergie. Je vais essayer de me connecter. Quelques minutes interminables s'écoulèrent. Sarah tapait sur les touches, essayant de contourner des erreurs système. « Contact établi », dit-elle. Mais le signal est super faible, avec beaucoup d'interférences. C'est sûrement à cause des conditions atmosphériques. Une image apparut sur l'un des écrans centraux. Une image en noir et blanc, granuleuse et floue sur les bords. La caméra tournait lentement, obéissant aux commandes de Sarah à l'aide du joystick. On voyait les contours de l'équipement sur le pont supérieur, enveloppé d'un épais brouillard. Dans le spectre normal, on n'aurait rien vu, mais la caméra thermique traversait le brouillard, dessinant le monde en dégradé de température. Les structures métalliques étaient gris foncé, presque noir, refroidis par la pluie et le vent. Le ciel était d'un gris clair uniforme. « Dirige-la vers l'escalier A7, » a ordonné David. La caméra a lentement rampé le long du pont. Le grincement au-dessus de nous a cessé au moment même où la caméra a commencé à bouger. On n'entendait plus que le vent. « C'est quelque part par là, » murmura Tom. La caméra s'arrêta, se focalisant sur l'espace devant l'entrée de la cage d'escalier. C'était une simple porte métallique dans une petite superstructure. L'image était vide, rien, aucune silhouette, aucune anomalie. « Il n'y a personne », dis-je avec un soulagement qui me sembla aussitôt déplacé. « Attends », dit David en plissant les yeux. « Sarah, passe la palette en mode « white hot », que les objets chauds soient blancs. » Sarah obéit. L'image clignota un instant, et nous le vîmes. Devant la porte, sur le plancher métallique, il y avait une tache sombre. Dans le mode où le chaud était représenté en blanc et le froid en noir, cette tache était complètement noire. Elle était plus froide que le métal environnant, balayée par une pluie glaciale. Elle était anormalement froide. Sa forme était irrégulière, allongée, d'environ 2 mètres de long. Et elle était exactement là d'où venait le grincement. C'était comme si ce qu'on traînait sur le pont avait une température super basse, gelant le métal sous lui. « C'est quoi ce truc ?» demanda Tom. « Une fuite d'azote liquide? D'où ça vient ?»« Tous les liquides cryogéniques sont à leur place. J'ai vérifié ce matin, » répondis-je. « Tous les conteneurs sont hermétiques et se trouvent dans l'entrepôt inférieur. » « Ça ne bouge pas, » dit David. Il parlait à la caméra, pas à nous. « Sarah, tu peux zoomer ?» C'est le maximum. L'image est déjà floue. On a regardé cette tache noire sur l'écran pendant encore 1 minute. Elle ne bougeait pas. David a pris une décision. « Bon, on doit vérifier toutes les entrées et sorties. Isoler notre niveau. Tom, Mike, vérifiez l'étanchéité du sas menant au bloc d'habitation et la sortie de secours dans le secteur bêta.
Je reste ici avec Sarah et je surveille la caméra. Prenez les radios, faites un rapport toutes les 5 minutes. Tom et moi avons hoché la tête, pris les puissantes lampes et les radios sur le pupitre. En sortant de la salle de contrôle, nous nous sommes retrouvés dans un long couloir faiblement éclairé. Ici, le grondement de la plateforme était plus fort. Chaque pas résonnait sur les murs en acier. On marchait en silence. On n'avait pas vraiment peur, mais plutôt une impression de désorientation totale. Ce à quoi on était confronté ne correspondait à aucun protocole ni à aucune consigne de sécurité. C'était une situation imprévue, pour laquelle il n'existait aucun nom. Le sas menant au bloc d'habitation était en bon état. Une lourde porte en acier était verrouillée par une serrure électronique. On a vérifié le panneau. Le système indiquait que tout était hermétique. On s'est ensuite dirigé vers la sortie de secours. Elle se trouvait à l'autre bout du niveau et consistait en une trappe menant à une capsule de sauvetage extérieure. C'est à ce moment-là que Sarah nous a appelés par radio. Sa voix était brisée. « David, Mike, j'ai de mauvaises nouvelles. De très mauvaises nouvelles. »« Parle, Sarah », a répondu David depuis la timonerie. La communication, elle est coupée. Complètement. Il y a 5 minutes, le dernier canal satellite a disparu. Tous les voyants sont rouges. Je ne peux même pas envoyer de SMS. On est complètement coupé de la côte. La nouvelle est restée suspendue dans le silence du couloir. On était maintenant seuls, vraiment seuls. Je te comprends, Sarah. Continue d'essayer de rétablir la connexion. Mike, Tom, comment ça se passe chez vous? La voix de David dans la radio était calme, mais j'y perçus une nouvelle note, une concentration extrême. On se dirige vers la sortie de secours. On y était presque, répondis-je. On arriva à la trappe et on s'arrêta. L'air était différent ici. Ça sentait l'ozone, comme après un orage, et autre chose. Une odeur âcre, chimique, semblable à celle de l'ammoniac, mais plus piquante. Et on le vit. La trappe, qui aurait dû être grise, était couverte d'étranges traces noires. On aurait dit des traces de corrosion importantes, mais pas de rouille. Le métal autour du loquet n'était pas simplement endommagé. Il semblait avoir été rongé par un acide qui l'avait rendu poreux et sombre. Un liquide noir et huileux s'écoulait très lentement par une fente sous la trappe. Ça ne ressemblait ni à du pétrole, ni à de la graisse. Les gouttes s'accumulaient, s'alourdissaient et tombaient, laissant sur le sol une tache fumante qui sifflait et rongeait la peinture. Tom a éclairé le verrou avec sa lampe. Quelqu'un a essayé de l'ouvrir, de l'extérieur. Le verrou était une grosse barre en acier actionnée par une roue de notre côté. Mais à l'extérieur, là où il s'insérait dans la rainure, le métal était déformé et partiellement dissous. J'ai porté la radio à ma bouche. « David, on a un problème avec la sortie de secours. La trappe est endommagée à l'extérieur. On dirait de la corrosion chimique. Et quelque chose coule. »« Ne touchez à rien !» ordonna David. « Retournez dans la cabine, tout de suite. » À ce moment-là, le sol sous nos pieds a tremblé de manière perceptible. Ce n'était pas une vibration brève provenant de l'équipement en marche. C'était une secousse profonde et grave qui a traversé toute la structure de la plateforme, faisant trembler les lampes dans le couloir. La première secousse fut suivie d'une seconde, plus forte. Au loin, on entendit un grincement sourd, le bruit que fait le métal tendu à l'extrême. Tom et moi nous regardâmes et nous précipitâmes vers la cabine. « David, qu'est-ce qui se passe ?» criai-je dans la radio. La réponse ne vint pas tout de suite. Quand David parla, sa voix n'était plus calme. Le sonar, l'objet sous nous a commencé à bouger. Il n'est plus immobile. Il tourne autour de la plateforme, à sa base. Chacun de ses mouvements provoque une vibration. On se précipita dans la cabine. Tout le monde regardait l'écran du sonar. L'énorme marque qui indiquait l'objet
se déplaçait lentement le long du contour des supports. À chaque degré de déplacement, une vague de tremblement parcourait la plateforme. « On dirait qu'il étudie les fondations », dit Sarah. David se tenait debout, agrippé au bord de la table, les yeux rivés sur l'écran. La vitesse augmente. Il a presque terminé le premier tour. Maintenant, David s'interrompit, le regard rivé sur un point du schéma. Il s'est arrêté, juste en dessous de nous, sous le pilier central. Au même moment, la plateforme a tremblé sous l'effet d'une violente secousse. Un grondement sourd et assourdissant s'est fait entendre, comme si une corde géante avait été tendue puis relâchée. Des dossiers remplis de documents sont tombés des étagères. Les écrans se sont éteints pendant un instant, puis se sont rallumés. Puis tout est redevenu calme. Les vibrations ont cessé. Un silence absolu et oppressant s'est installé, seulement rompu par le bip d'un des serveurs, qui était passé en mode d'urgence. Et sur l'écran du sonar, le repère indiquant l'objet a commencé à changer. Ce n'était plus juste un point statique. Il a commencé à s'étirer lentement, mais sûrement vers le haut, directement vers nous. Le grondement qui avait secoué la plateforme s'est arrêté aussi soudainement qu'il avait commencé. Un silence s'est installé qui semblait plus lourd et plus effrayant que le bruit le plus fort. On était au milieu de la cabine, essayant de reprendre nos esprits après le choc. Des voyants rouges clignotaient sur plusieurs panneaux, mais la sirène générale était silencieuse. C'était mauvais signe. Ça voulait dire que le système d'autodiagnostic avait rencontré des erreurs pour lesquelles il n'avait pas de protocole d'alerte. « C'était quoi ?» souffla Tom en aidant Sarah à relever le boîtier de l'ordinateur. « Il nous a percutés », dit David. Il ne nous regardait pas. Son regard était rivé sur le panneau d'indicateur d'état des supports. Il nous a frappés par en dessous. Je m'approchais. Les capteurs de déformation installés sur toutes les structures porteuses étaient en folie. Les chiffres affichés sur le support central, le support alpha, n'étaient en épais simplement dans le rouge. Leurs valeurs étaient mathématiquement impossibles. Elles indiquaient que la section inférieure du pilier était soumise à une pression de plusieurs centaines de milliers de tonnes. De bas en haut, la plateforme pesait environ 30 000 tonnes. La pression indiquée par les capteurs ne devait pas simplement nous endommager. Elle devait nous propulser dans les airs comme un bouchon. « Ce n'est pas possible », marmonnai-je. « Les capteurs sont en panne. Ce sont des mesures fantômes dues aux vibrations. »« Et le sonar ment aussi ?» demanda Sarah à voix basse. On se tourna tous vers l'écran du sonar. La marque indiquant l'objet avait changé. Ce n'était plus juste une tache à une certaine profondeur. Elle s'était étirée pour former un pilier vertical dont une extrémité touchait le fond marin et l'autre. L'autre touchait la marque indiquant le point le plus bas de la plateforme alpha. D'après l'image, l'objet n'était plus sous nous. Il avait fusionné avec nous. Et il continuait de grandir, comme un piston géant, s'enfonçant dans la base de notre plateforme. 70 mètres jusqu'au niveau technique inférieur. 69. Sarah lisait les données sur l'écran. Sa voix était calme et dénuée d'émotion, comme celle d'un répondeur. On ne pouvait rien faire. On restait là à regarder quelque chose d'incroyablement énorme et invisible sur le schéma se frayer lentement un chemin vers le haut du puits du pilier central. Ce pilier n'était pas juste un morceau de métal. Il contenait les principales conduites, les câbles et le puits pour le matériel de forage. C'était l'artère de la plateforme. Et maintenant, un caillot de la taille d'un immeuble de bureau remontait le long de cette artère. Quand il ne restait plus qu'une quarantaine de mètres jusqu'au pont inférieur, un nouveau bruit s'est fait entendre. Ce n'était ni un grincement, ni un coup. C'était un grondement grave et omniprésent. Il a commencé de manière à peine perceptible, comme une vibration que l'on ressent plus avec le corps qu'avec les oreilles. Mais il gagnait rapidement en intensité. En 1 minute, le grondement était devenu si fort
qu'une pression désagréable se fit sentir dans les oreilles. Les vitres de la timonerie se mirent à vibrer. Les petits objets posés sur les tables se mirent à trembler et à glisser lentement vers le bord. « J'ai la tête qui tourne », se plaignit Tom en appuyant ses mains sur ses tempes. Je ressentais la même chose, une légère nausée et une désorientation, des infrasons. L'objet générait de puissantes vibrations à basse fréquence qui traversaient l'acier et le béton et nous touchaient directement. « 5 mètres, 3, contact !» cria Sarah, au moment où, d'après les instruments, l'objet toucha le pont inférieur de la plateforme. Le grondement se transforma en un rugissement assourdissant. Toute la plateforme se mit à trembler à une fréquence effrénée et constante. Cela ressemblait à un tremblement de terre qui ne s'arrêtait pas. Le sol se dérobait sous nos pieds, les murs vibraient tellement qu'on ne pouvait pas s'y appuyer. De la poussière et des petits morceaux de revêtement tombaient dans du plafond. Toutes les sirènes se mirent à hurler en même temps, créant une cacophonie inimaginable. Des dizaines de signaux d'alarme se mirent à clignoter sur les panneaux. Charge critique sur la structure, risque de dépressurisation, panne du système de refroidissement du réacteur. David essaya de crier, mais sa voix était couverte par le vacarme. Il montra de la main la sortie vers le bloc d'habitation. Évacuation. Mais on n'a pas eu le temps de bouger. Dans un bruit assourdissant, la lumière principale s'est éteinte. La plateforme a été plongée dans le noir. Une seconde plus tard, l'éclairage de secours s'est allumé. De faibles lampes rouges au plafond, qui dissipaient à peine l'obscurité. Mais elles n'ont pas fonctionné longtemps. Une autre secousse puissante, plus forte que toutes les précédentes, et les lampes rouges ont clignoté puis se sont éteintes. En même temps, toutes les sirènes se sont tues. Les vibrations ont cessé. On s'est retrouvé dans le noir complet, dans un silence absolu. Le grondement a disparu. Les tremblements ont cessé. C'était une panne totale d'électricité. Les générateurs principaux étaient hors service. Les générateurs de secours ne démarraient pas. Les batteries de secours qui alimentaient la timonerie avaient grillé. Pendant quelques secondes, on était resté là, assourdi et désorienté. Le seul bruit était notre respiration haletante. « Tout le monde est là ?» La voix de David résonna dans l'obscurité, anormalement forte. « Oui », répondîmes-nous presque en chœur. « Les lampes », ordonna-t-il. Tom et moi avons allumé nos puissantes lampes torches. 2 faisceaux lumineux ont éclairé nos visages et une petite partie de la cabine. Tout était recouvert d'une fine couche de poussière. Certains écrans étaient fissurés. « Et maintenant ?» demanda Tom. « Maintenant, on doit comprendre ce qui s'est passé », répondit David. Il était étonnamment calme. « On doit rejoindre la salle des machines, essayer de démarrer les générateurs manuellement. Sans énergie, on n'est qu'un morceau de métal flottant. » C'est alors qu'on entendit un nouveau bruit. Il venait d'en bas, du pont sous nos pieds. Du pont où se trouvait la salle des pompes. C'était un bruit sec et sifflant, comme si un liquide s'échappait d'un tuyau percé sous une pression énorme. Il fut suivi d'un craquement fort et distinct, celui du métal qui se brise. David a dirigé sa lampe vers la trappe dans le plancher qui menait à la salle des pompes. « Il y a une brèche. Si c'est du pétrole, on va avoir de gros problèmes. Mike, Tom, venez avec moi. Sarah, restez ici. Verrouillez la porte de l'intérieur. Si on n'est pas de retour dans 10 minutes, essayez de rejoindre le bloc d'habitation. Compris ?» Sarah acquiesça silencieusement, son visage blanc comme un linge dans la lumière de nos lampes. Nous nous approchâmes tous les 3 de la lourde trappe en acier. Elle dégageait une froideur palpable et la même odeur âcre d'ozone et d'ammoniac que nous avions sentie près de la sortie de secours. David saisit la poignée de la serrure. Elle céda difficilement en grinçant. Ensemble, nous nous appuyâmes contre le couvercle et le soulevâmes. Une épaisse vapeur blanche, froide et inodore s'échappa de l'ouverture.
Elle se répandit sur le sol comme de la glace sèche. Les sifflements et les craquements provenant du dessous devinrent plus forts. « Éclair en bas !» a ordonné David. On a dirigé le faisceau de nos lampes vers l'ouverture sombre. La salle des pompes était une grande pièce encombrée d'un système complexe de tuyaux, de vannes et de pompes. Elle était maintenant presque entièrement recouverte de nuages de vapeur froide. « Je ne vois rien, » dit Tom. « La brume est trop épaisse. »« On ne peut pas descendre, » décida David. On ne sait pas de quel gaz il s'agit. Mais à ce moment-là, la vapeur se dissipa un instant et le faisceau de ma lampe fit apparaître un détail dans l'obscurité. Je me figeai. Le sol de la salle des pompes. Il était fait d'acier ondulé de plusieurs centimètres d'épaisseur, et maintenant, ce sol était bombé vers le haut. Au milieu de la pièce s'élevait une énorme bosse, comme si quelque chose d'énorme appuyait dessus par en dessous. Le métal était étiré à l'extrême et parcouru de fissures. Et de la plus grande fissure, en plein centre de cette bosse, suintait ce liquide, noir, huileux, épais. Il ne coulait pas simplement. Il pulsait, poussé vers l'extérieur au rythme d'une cadence invisible. Il s'écoulait sur le sol bosselé, et là où il touchait les tuyaux et les supports en acier, le métal sifflait, bouillonnait et noircissait, se transformant en une matière poreuse et friable. L'objet n'était plus sous nos pieds. Il avait fait irruption à l'intérieur. Il était là, à quelques millimètres, sous nos pieds. Et il continuait son ascension. David claqua la trappe avec force. Le bruit du métal contre le métal couvrit un instant le sifflement provenant de la salle des pompes. Il se jeta sur la molette de la serrure, mais elle ne bougeait pas. Le mécanisme était déformé. « Ça ne se ferme pas !» grogna-t-il. « Tom, aide-moi !» À nous deux, on s'est jeté sur la molette. Dans un grincement déchirant, elle ailla tourner d'un quart de tour, coinçant la trappe dans son cadre. Ce n'était pas très solide, mais c'était tout ce qu'on pouvait faire. Le liquide noir commençait déjà à s'infiltrer à travers les interstices, se répandant lentement sur le plancher de la cabine. On recula. À la lumière de nos lampes, on voyait les gouttes siffler et fumer, laissant des taches de noir sur le sol en acier. « C'est quoi cette saloperie ?» demanda Tom, la voix tremblante. « Ce n'est pas de l'acide. Aucun acide n'agit aussi vite sur cet acier. »« Peu importe ce que c'est, » dit David sèchement. Il se redressa et nous regarda d'un air grave. Son visage était pâle mais déterminé. « On doit partir d'ici. »« Où ça ?» demanda Sarah depuis un coin sombre de la cabine. « On n'a ni communication ni énergie. Le bloc d'habitation ?»« Non, » répondit David en secouant la tête. Il s'approcha du grand schéma de la plateforme accrochée au mur et le balaya du regard avec le faisceau de sa lampe. « Regardez, la salle des pompes, la salle de contrôle, le bloc d'habitation, la salle des machines. Tous les modules principaux de la plateforme sont construits autour du puits central, autour du pilier Alpha. » Il fit une pause pour nous laisser assimiler ses paroles. « Cette créature suit ce chemin. Elle remonte au centre même de notre structure. Où que nous allions, dans le bloc d'habitation, dans la salle à manger, dans l'infirmerie. Nous nous retrouverons juste au-dessus d'elle. Elle nous coupera en deux et nous écrasera. » Cette prise de conscience fut comme un coup de poing. On n'était pas simplement sur un bateau en train de couler. On était pris au piège, lentement englouti par un prédateur. Il n'y avait aucun endroit sûr. Il n'y avait pas de bunker où on aurait pu se réfugier. Tout notre monde, toute cette forteresse de plusieurs tonnes au milieu de la mer, était devenu l'œsophage de quelque chose venu des profondeurs. « Il n'y a qu'une seule issue, » continua David. « Vers le haut, vers l'héliport. C'est le point le plus élevé, le plus éloigné du puits central. Si on y arrive, on aura une chance. »« Une chance de quoi ?» demanda Tom avec un sourire amer. « Les hélicoptères ne viendront pas. Personne ne nous cherche. »« On aura une chance de survivre quelques heures de plus, » répondit David d'un ton sec. «
C'est mieux que de rester ici à attendre que le sol s'effondre. On y va. Tout de suite. Le plan était désespéré, mais c'était le seul. On rassembla le peu de choses qui pouvaient nous être utiles. Quelques lampes de poche supplémentaires, des piles, une trousse de premier secours, une pelote de corde. David prit dans le coffre-fort un pistolet de détresse avec un lot de fusées. Ce n'était pas une arme, mais ça pouvait servir dans le noir. On sortit de la cabine en verrouillant la lourde porte derrière nous. Les couloirs de la plateforme ressemblaient à un décor de film d'horreur. Une obscurité totale, seulement percée par nos faisceaux de lumière. Le froid était encore plus intense, il nous glaçait jusqu'aux os. L'odeur âcre de l'ozone se mélangeait maintenant à une nouvelle odeur, celle de l'humidité, de la pourriture et de quelque chose d'autre, indescriptible, légèrement sucré, comme de la viande qui commence à se gâter. Et les bruits. Ils avaient changé. Ce n'était plus seulement un grondement ou un grincement. De nouveaux bruits provenaient d'Omé, des murs, du sol, humides, claquants, roulants, comme si quelque chose d'énorme, de mou et de vivant se retournait dans les entrailles métalliques exiguës de la plateforme, frottant contre les cloisons. Parfois, on entendait un craquement sourd. C'était des tuyaux qui éclataient et des câbles qui se rompaient à l'intérieur des murs. Pour atteindre l'escalier qui menait à l'étage supérieur, il fallait traverser plusieurs couloirs. Dans l'un d'eux, on a vu que le sol s'était affaissé comme dans la salle des pompes. Une boue noire s'écoulait lentement de la grille d'aération murale, formant une flaque collante qui ne cessait de s'étendre sur le sol. On a dû la contourner en restant près du mur. On était presque arrivé à la cage d'escalier principale A7, celle vers laquelle menait la sortage froide sur le pont. Mais plus on s'approchait, plus le froid devenait intense, et plus les bruits humides et gorgés d'eau provenant de derrière les murs étaient renforts. Au détour du couloir, on a aperçu la porte de la cage d'escalier, et on s'est figé. La porte était bombée vers l'extérieur. La massive porte coupe-feu, en acier, avait été enfoncée hors de son cadre, comme si elle avait été frappée de l'intérieur par quelque chose d'incroyablement puissant et malléable à la fois. Le métal n'était pas percé, il était étiré. Un liquide noir coulait sur les bords de la porte déformée. Mais ici, il était différent, mélangé à quelque chose de blanchâtre qui ressemblait à de la boue. « On ne va pas là-bas », a chuchoté Sarah. C'était évident. L'escalier A7 n'était plus une issue de secours. Il était devenu l'entrée principale pour ceux qui venaient de l'étage supérieur. « Il y a un autre moyen », dit David sans hésiter. « L'escalier technique extérieur, du côté nord. Il mène directement à l'héliport. »« À l'extérieur ?» répéta Tom. « Par une tempête pareille, sur un escalier glacé, on va tomber. »« Mieux vaut tomber dans la mer que rester ici, » répondit David. « On n'a pas le choix. Allons-y. » On fit demi-tour et on contourna le bâtiment pour rejoindre la sortie vers le pont extérieur. Le trajet prit encore une dizaine de minutes. La plateforme sous nos pieds continuait à vivre sa vie effrayante. De légères secousses, des coups sourds à l'intérieur, une odeur constante de décomposition. On cessa de parler pour économiser nos forces et nos nerfs. Chacun était perdu dans ses pensées. Je pensais que cet escalier extérieur n'était de rien de plus qu'une structure métallique verticale, boulonnée à la coque. Monter là dans le noir, sous une pluie battante et dans le vent, c'était suicidaire. Mais David avait raison, c'était mieux que ce qui nous attendait à l'intérieur. On arriva à la porte hermétique menant à l'extérieur. David eut du mal à tourner la poignée. La porte s'ouvrit dans un grincement, et un vent glacial, accompagné de pluie et d'éclaboussures d'eau salée, nous frappa le visage. Le hurlement du vent était assourdissant. L'un après l'autre, on sortit sur une étroite plateforme métallique. Sous nos pieds, 50 mètres plus bas, invisible dans le brouillard et l'obscurité,
La mer rugissait. À quelques pas de nous commençait un escalier, 2 rangées de minces surtraverses métalliques s'élevant verticalement dans l'obscurité impénétrable. Je ne peux pas, dit Sarah, sa voix noyée dans le rugissement du vent. Tu peux, dit David en s'approchant d'elle, criant plus fort que la tempête. Je passe en premier. Mike, tu suis Sarah. Tom, tu fermes la marche. On utilise la corde de sécurité. On avance lentement, sans regarder en bas. Regardez seulement vers le haut. Il attacha une extrémité de la corde à sa ceinture, l'autre à celle de Sarah. Je devais l'assurer par en dessous. David fit le premier pas sur l'échelle. Sa silhouette commença aussitôt qu'à se dissoudre dans le brouillard. Je me suis préparé à le suivre, levant la lampe pour éclairer le chemin vers le haut. Le faisceau de lumière a transpercé le rideau de pluie et a éclairé un bout de l'échelle à une vingtaine de mètres au-dessus de nous. Et je me suis figé. Mon cœur a fait un bond. Il y avait quelque chose sur les traverses. Ça ne ressemblait pas à de la boue noire. C'était pâle, presque blanc, et ça brillait dans la lumière de la lampe. Ça recouvrait plusieurs traverses, comme une excroissance ou un champ de champignons. Mais c'était vivant. Quand le faisceau de lumière l'a touché, ça s'est lentement, presque imperceptiblement, rétracté, se contractant pour s'éloigner de la lumière. Ce n'était pas juste une substance, c'était de la chair, une partie d'un corps, et elle est humectée pure qui était juste sur notre chemin vers le haut. Qu'est-ce que c'est? La voix de Tom se transforma en un cri que le vent emporta aussitôt. Ne t'arrête pas, rugit David en réponse, déjà à plusieurs mètres de hauteur. C'est juste une excroissance, de la moisissure. Peu importe, continuons. Mais on avait tous vu, ce n'était pas de la moisissure. À la faible lumière de ma lampe, ça avait l'air organique, vivant. Je me suis forcé à détourner le regard et à me concentrer sur la traverse devant mon visage. Le métal glacé me brûlait les doigts, même à travers mes gants. J'ai fait un pas, puis un autre, sentant la corde de sécurité qui me reliait à Sarah se tendre. Elle grimpait en silence, ses mouvements lents et hésitants. La montée était un véritable enfer. Le vent essayait de nous arracher de l'échelle et de nous projeter dans l'obscurité rugissante en contrebas. Des gelis sur l'âme, des jets de jets d'eau glacée nous fouettaient le visage et nous remplissaient là les yeux. Tous les quelques mètres, on s'arrêtait une seconde pour reprendre notre souffle et s'agripper aux traverses glissantes avec une force renouvelée. Je n'osais plus éclairer vers le haut, de peur de revoir la chair pâle sur notre chemin. Je ne faisais que éclairer les pieds ronds de Sarah, la marche la plus proche, mais on s'approchait de lui. Je le sentais. L'air devenait de plus en plus froid. L'odeur âcre de l'ozone était insupportable, mêlée à un parfum écœurant et sucré. Quand il ne restait plus que 3 mètres avant l'excroissance, je n'ai pas tenu le coup et j'ai relevé la lampe. Je pouvais maintenant le voir en détail. Ce n'était pas juste une excroissance, c'était un enchevêtrement de protubérances lisses et sans os, ressemblant à des tentacules ou à des racines qui s'enroulaient autour de l'escalier et s'enfonçaient quelque part dans le mur de la plateforme, à travers la grille d'aération. La surface de ces excroissances était translucide et, en dessous, au fond, une lumière terne, bleu laiteux, pulsait lentement, comme à un rythme interne. De la bioluminescence, comme les créatures des profondeurs marines dans les documentaires. C'était vivant et ça respirait le froid. « Contournez par la droite !» cria David d'en haut. « Ne le touchez pas, restez collé au mur !» Il était déjà au niveau de l'excroissance. Il détacha son fusil de l'échelle principale et, s'agrippant aux supports extérieurs, commença à contourner lentement l'effrayant enchevêtrement. Ce furent dans les secondes les plus longues de ma vie. Je regardais sa silhouette se déplacer dangereusement près de la chair palpitante. Elle ne réagissait pas à sa présence. Elle était juste là. Elle respirait, elle brillait. Puis ce fut le tour de Sarah. Elle se figea,
incapable de bouger. « Je ne peux pas, murmura-t-elle. « Tu peux le faire, Sarah, ai-je crié, essayant de couvrir le hurlement du vent. Je te protège. Fais simplement comme David, pas à pas. Tom, en bas, criait aussi pour l'encourager. À force de efforts, nous l'avons fait avancer. Elle a passé l'excroissance, les yeux fermés. Quand ce fut mon tour, je sentis un étrange crépitement statique dans l'air. Les poils de mes bras se hérissèrent. Le froid qui émanait de la créature était physiquement palpable, comme celui d'un congélateur ouvert. Je passais sans respirer et m'accrochais à nouveau à l'échelle principale. Tom passa en dernier. Nous avions réussi. On avait avancé d'une trentaine de mètres quand Tom, désobéissant à l'ordre de David, a braqué sa lampe vers le bas. « Oh non !» a-t-il soufflé. « David, regarde !» On s'est arrêté et on a regardé en bas. Le spectacle était horrible. Des fenêtres et des bouches d'aération des ponts inférieurs que nous venions de quitter, ce n'était plus simplement un liquide noir qui coulait, mais qui jaillissait. Il se fondait en un seul flot qui recouvrait la paroi de la plateforme d'une pellicule brillante et huileuse. Et cette pellicule, défiant les lois de la gravité, remontait lentement. Vers nous. Elle n'avançait pas vite, mais les piles étaient implacables, engloutissant le métal et laissant derrière elle une traînée noircie et rongée. C'était maintenant une course contre la montre. « Halle, plus vite !» cria David. « Bougeons avant qu'elle ne nous rattrape. » Nous avons parcouru le reste du chemin grâce à l'adrénaline. L'échelle se terminait sur un large pont ouvert où se trouvait la grue principale de la plateforme. L'un après l'autre, on enjambait la rambarde et on s'effondrait sur le pont rainuré, haletant. Nos muscles brûlaient, nos poumons se déchiraient à cause de l'air glacial. Mais on était sur une surface plane. C'était une victoire temporaire. On est de rester allongés sur le pont pendant quelques minutes pour reprendre nos esprits. C'est là, dans cet espace ouvert, qu'on a vraiment compris ce qui se passait avec la plateforme. Elle respirait. Ce n'était pas une métaphore. Toute la structure géante sous nos pieds, du niveau de la mer jusqu'à notre pont, tremblait de façon rythmée. On voyait des sections entières du revêtement extérieur des niveaux inférieurs se courber légèrement vers l'extérieur, puis se rétracter vers l'intérieur. À chaque inspiration et expiration, des milliers de joints et de raccords laissaient échapper un sifflement accompagné d'une substance visqueuse noire et de nuages de vapeur froide. Notre plateforme n'était plus une machine. Elle était devenue une carapace géante à l'intérieur de laquelle quelque chose de vivant bougeait, respirait et grandissait. Soudain, un nouveau bruit retentit, un grincement métallique perçant qui couvrit même le bruit du vent. On se leva d'un bond et dirigea nos lampes vers la source du bruit. C'était la grue, un énorme grue de 30 mètres de haut, immobile au milieu du pont. Sa longue flèche, qui ressemblait à la patte d'un insecte géant, commença lentement, par à-coups, à se tourner vers nous. « Ce n'est pas possible », marmonna Tom. Il n'était pas alimenté. Toute la plateforme était hors tension. Mais la grue bougeait. Elle ne se balançait pas simplement au gré du vent. Elle y effectuait un mouvement délibéré. Sa flèche rampait vers nous, nous coupant la route vers la dernière volée d'escalier qui menait à l'héliport, notre destination finale. J'ai braqué ma lampe sur la base de la grue, sur le mécanisme rotatif, et mon sang s'est glacé dans mes veines. La base de la grue, son châssis massif, était enveloppé des mêmes tentacules pâles et pulsantes que nous avions vues sur l'escalier. Des dizaines de tentacules enroulés semblaient les engrenages et les entraînements, se contractant et se tendant pour pousser à la main le mécanisme de plusieurs tonnes. La créature à l'intérieur de la plateforme ne se contentait pas de la détruire. Elle apprenait à la contrôler. Elle utilisait notre propre technologie contre nous. La grue n'essayait pas de nous écraser. Elle avançait lentement, nous acculant dans un coin. Elle nous coupait la route vers la sauvetage
méthodiquement et intelligemment. La flèche de la grue s'immobilisa, bloquant complètement le passage vers l'escalier. On était pris au piège sur le pont découvert. En dessous, un mur de mort noire rampait vers nous. Devant nous, une machine sans vie, animée par la volonté d'un monstre qui dévorait notre monde de l'intérieur. À la lumière de nos lampes, de nouvelles excroissances pâles sortaient de la base de la grue, rampant lentement vers nous sur le pont. Les tentacules rampaient lentement mais sûrement sur le pont mouillé. Ils ne se jetaient sans les pas sur nous. Ils bougeaient comme des sondes de recherche, tâtonnant la surface, laissant derrière eux une traînée collante et humide. La flèche de la grue pendait au-dessus de nous comme une guillotine. On était coincés dans un coin entre la rambarde du pont et la salle des machines de la grue, d'où sortait de plus en plus de chair pâle comme d'une plaie ouverte. « Il joue avec nous », dit David d'une voix étonnamment calme. Il couvrait le bruit du vent, mais il n'y avait pas de panique dans sa voix, seulement une analyse froide. « Il ne nous tue pas tout de suite, il nous étudie ou il nous accule. »« Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Sarah, recroquevillée derrière lui. David regarda la flèche de la grue, puis le petit espace en dessous. Il n'y avait pas plus d'1,5 mètre jusqu'au pont. « On va passer en dessous, » décida-t-il. « C'est notre seule chance d'atteindre l'échelle. »« Il va nous écraser !» protesta Tom. « Peut-être, » admit David. « Mais si on reste ici, ces créatures, nous aurons dans 1 minute. Le choix est simple. Je passe en premier. Dès que j'atteins l'échelle, courez un par un. Vite, ne réfléchissez pas. Courez, c'est tout. » David se baissa et, sans hésiter 1 seconde, plongea dans l'espace sous la flèche de plusieurs tonnes. On regardait, retenant notre souffle, pendant qu'il parcourait ces 10 mètres. Les tentacules sur le pont s'immobilisèrent un instant, comme s'ils avaient remarqué un mouvement, puis s'accélérèrent, se précipitant vers lui. Mais David était plus rapide. Il surgit de l'autre côté et commença immédiatement à grimper la dernière petite échelle menant à l'héliport. « Sarah, vas-y !» cria-t-il d'en haut. Je la poussai en avant. Elle se précipita en criant sous la flèche. À mi-chemin, elle trébucha et tomba. L'un des tentacules effleura sa jambe. Tom, qui était à côté de moi, poussa un son étouffé et se précipita vers elle, l'aida à se relever et la poussa littéralement hors de la grue. Ils coururent ensemble jusqu'à l'escalier et commencèrent à monter. C'était maintenant mon tour. Je jetai un dernier regard à la base de la grue. Les tentacules ne rampaient plus de manière chaotique. Elles s'entremêlaient pour former une sorte de corde épaisse et musclée et soulevaient d'eau lentement le bout de la flèche. J'ai compris leur intention. Elles n'allaient pas la laisser tomber. Elles allaient bloquer le passage. J'ai couru. Le vent sifflait dans mes oreilles. Je ne regardais pas autour de moi, seulement l'escalier salvateur devant moi. Je passai sous la flèche et, sans m'arrêter, sautai sur la première traverse, grimpant à l'instinct. Je ne me retournai pas pour voir si Tom avait réussi. Je grimpais simplement vers le salut. Quelques secondes plus tard, je passai par-dessus le bord et m'écroulai sur l'héliport. David, Sarah et Tom étaient déjà là. On était au sommet de notre monde mort. Une immense plateforme vide, exposée à tous les vents. On s'est éloigné vers le centre, loin des bords, et on s'est blottis les uns contre les autres pour se réchauffer. En bas, tout était calme. Le grue ne bougeait plus. Les tentacules avaient disparu. La plateforme semblait avoir cessé de respirer. Même le liquide noir, d'après ce qu'on pouvait voir, avait arrêté son ascension et s'était figé au niveau du pont sous nos pieds. Un silence étrange et surnaturel s'était installé. Peut-être qu'il ne pouvait pas nous atteindre, peut-être qu'on était en sécurité. Cette idée était aussi désirable que stupide. Des minutes passèrent. On était juste assis sous la pluie glaciale, tremblant de froid et de la terreur qu'on venait de vivre.
On doit envoyer un signal, dit David. Sa voix était d'homme rauque. On n'a presque aucune chance, mais on doit essayer, et on a besoin de lumière. Il sortit son pistolet de détresse. Il vérifia la fusée, arma le chien. Il ne visa pas dans la direction où pouvait se trouver la côte. Il tira droit vers le ciel. La fusée siffla dans les nuages bas et déchiquetés, puis explosa. Une lumière rouge vif inonda tout autour de nous. Pendant quelques secondes, la nuit se transforma en un jour sanglant. Et dans cette lumière, on a vu, d'abord, la mer. Autour de la plateforme, à perte de vue, la surface de l'eau n'était plus sombre. Elle était recouverte d'un film irisé de cette même substance noire qui se répandait lentement en cercle, comme une nappe de pétrole de plusieurs kilomètres carrés. Notre plateforme était l'épicentre de la contamination qui se propageait dans l'océan. Et ensuite, on a vu l'héliport lui-même. À la lueur de la fusée qui finissait de brûler, on a vu ce qu'on n'avait pas remarqué dans l'obscurité. La surface sous nos pieds n'était plus parfaitement plane. En plein centre, là où était dessinée une énorme lettre, H, d'épaisses plaques d'acier ont commencé à se gonfler. C'était un gonflement à peine perceptible, comme si quelque chose d'énorme poussait de l'intérieur, quelque chose qui avait déjà rempli tout l'espace sous nos pieds et cherchait maintenant une issue vers la surface. Et pendant qu'on regardait, figé, la première goutte est apparue dans la jointure, entre deux plaques, au centre du renflement. Un mince filet de liquide noir et huileux s'est lentement infiltré à la surface. La fusée s'est éteinte et l'obscurité nous a de nouveau enveloppés. On était resté assis au milieu de la plateforme, dans un silence total, seulement rompu par le hurlement du vent. On pouvait maintenant sentir le renflement sous nos pieds. Il grandissait lentement mais sûrement. C'est ma dernière note.